Une semaine après, les traces de l'agression sont encore bien visibles. Tabassée dans la rue par 5 jeunes Tunisiens, Laure est encore sous le choc, mais trouve le courage de parler. Quand tu passes dans les rues, ils te tapent les fesses, ils te lancent les pierres et ils te disent gila gila, tout ça. Et moi je passe parce que je ne suis pas venue ici pour les problèmes. Cette fois-ci, ça a dégénéré jusqu'à me tabasser. Michel est originaire du Cameroun et vit en Tunisie depuis 2 ans. Le 7 février dernier, elle est en route pour rejoindre son domicile, situé dans la banlieue nord de Tunis. En sortant du taxi, elle est agressée par 4 hommes dans la rue. Ses agresseurs l'emmènent et la séquestrent plusieurs heures. Michel raconte les violences physiques et sexuelles dont elle a été victime ce jour-là. L'autre est sorti en face de moi, m'a donné un coup de poing au ventre. Je suis tombé au sol, ils m'ont traîné, m'a mené dans une maison abandonnée. Après m'avoir dépouillé, ils m'ont séquestré. Ils sont passés sur moi à tour de rôle. Au poste de police, le policier m'a vu. Je dis que monsieur, j'ai été agressé, il vient de me faire agresser. Il dit par qui? Il dit par 4 Tunisiens. Il dit toi, Tunisien, agressé toi. Toi, venu porter plainte de Tunisien. Mchi ton pays, bara Mchi. On en a marre de vous. Allez, foutez le camp d'ici. Ok. Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Je suis sûr que vous avez dû voir passer les infos concernant le président tunisien, Kais Saied. Le mec, ça fait un moment que je surveille, parce que à la base, j'avais pas mal de considération pour le bonhomme. Contrairement à ses prédécesseurs qui avaient toutes les peines du monde à remettre le pays sur les rails après la révolution de Jasmin, le mec était chaud. Il avait un langage direct, prenait des méthodes efficaces et était à l'écoute de la jeunesse. Cette même jeunesse qui s'était soulevée contre Ben Ali et qui s'était détournée de ses prédécesseurs. Malgré ses allures de directeur de prison ou de haut fonctionnaire de Bercy, le mec est un libéral qui cultive l'image d'un homme austère, dur, mais en faveur d'une justice qui s'applique à tous. Durant la campagne présidentielle de 2019 qu'il avait vu gagner, le gars avait refusé tout financement public et se déplaçait en métro. C'est un conservateur on ne peut plus classique et contrairement à beaucoup de politiciens du monde arabo-musulman, il ne s'appuie sur aucune référence religieuse. C'est un laïc quoi. Pourtant, certains le considèrent comme un gauchiste car il fait preuve d'ouverture sur des questions telles que les droits des femmes ou l'homosexualité qu'il considère comme une affaire avant tout d'ordre privé, tout en s'opposant à l'emprisonnement pour ce motif. Bon, face aux complications provenant notamment des partis d'opposition, le gars a pris peu à peu un virage autoritaire à partir de l'été 2021, je dirais. Il vire le gouvernement avec effet immédiat, suspend l'Assemblée, forme un nouveau gouvernement qui sera uniquement responsable devant lui et gouverne par décret. Autant être franc les potes. C'est un coup d'état. Parce que si vous pensez le contraire, c'est que vous avez rien compris à la vie et que vous êtes assez bête pour croire qu'un coup d'état se fait uniquement vêtu d'un treillis et armé d'une kalachnikov. C'est comme affirmer qu'un terroriste, c'est avant tout un mec avec une barbe. Et même quand il se lance dans un délire autocratique, le mec peut pas échapper à son modernisme, en nommant une femme en tant que Premier ministre. Ce qui est une première dans le monde arabo-musulman. Même si elle sert à rien en fait. Les partis qui se gavaient sur le dos des Tunisiens sont vénères, Saïd en a rien à battre, le peuple ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, alors que les Occidentaux, tout comme la plupart des autres pays africains, regardent ça de loin et avec un total désintérêt. Et là, 21 février 2023, c'est le drame. Patatras. Mais qu'a-t-il dit? Mais qu'a-t-il dit? L'horreur. Alors déjà, j'ai pas réussi à trouver une vidéo où il déclare ceci, donc si vous pouvez la trouver en VSTFR, je vous en saurai fort gré. Parce que j'ai vu un communiqué de la présidence tunisienne en date du 21 février 2023, mais pas de déclaration explicite de la part du président. Selon certains journaux locaux, en janvier 2011, la Tunisie comptait environ 120 000 résidents étrangers contre 1,2 million de subsahariens actuellement. Au passage là, résidents étrangers égale pas forcément subsahariens, je le dis, mais bon, bref. 1,2 million de subsahariens dans un pays qui compte 11,7 millions d'habitants. C'est quasiment un habitant sur 10. Je pense que, arrivé à ce stade, tu commences à capter que le paysage démographique a changé, non? Je sais pas, non? Petite précision. La Tunisie est un pays qui se caractérise pour son émigration. C'est les gens qui partent. Environ plus de 1,2 million de Tunisiens vivaient en dehors de leur pays en 2014. Et je pense pas que le chiffre soit parti à la baisse depuis. Allez demander ça aux Italiens et vous verrez. Côté immigration, ceux qui rentrent, le pays compte à peine 60 000 immigrants, soit 0,5% de la population totale. L'argumentaire des différents éditoriaux se base sur une estimation au doigt mouillé. Et il manque pas de mentionner cela avec des phrases qui claquent comme « la Tunisie face à une bombe à retardement » ou les subsahariens qui ont importé avec eux leur mode de vie, les dangers du terrorisme, le suprémacisme noir et les liaisons suspectes avec les sionistes. Les sionistes? Sans déconner. Waouh. Bah pour sortir ça, il faut le savoir. Le seul moment où j'ai vu le président tunisien parler de ce sujet, c'est lors de sa déclaration du 23 février dernier pour calmer les esprits qui commençaient justement à s'enflammer. Non,
Il en a quand même profité pour lâcher quelques punchlines, histoire de pas trop montrer qu'il avait baissé son froc face à l'indignation internationale. Je m'adresse à tous les responsables, à tous les niveaux. Veillez sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Waouh. Ben, là, vous avez pu assister à une masterclass en matière de populisme. Alors, qu'on soit clair, je parle du populisme dans tous les sens du terme. Le président tunisien recourt à un discours s'adressant en premier lieu aux classes populaires afin de critiquer un système en place et ses représentants. Et dans le même temps, ce discours essaie de dépeindre avec plus ou moins de réalisme la vie des gens du peuple. Par contre, là où le gars joue un jeu trouble, c'est quand il se défend dans un premier temps d'être raciste envers les Noirs. Ça me rappelle Nick Conrad. Après, il appelle quand même à l'exclusion des immigrés illégaux et au respect de l'état de droit dans son pays. Bon, accordons-lui le bénéfice du doute, et c'est son job. Sauf que, juste derrière, il balance un communiqué dénonçant, je cite, « Une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement au lieu d'une nation arabo-musulmane. » Ah, ok. Donc le gars se défend d'être raciste et essaie de calmer le jeu en parlant du grand remplacement. Ok, bon. Ça me rappelle une interview de JK, le chanteur du groupe Jamiroquai. Je suis un grand fan. Le gars parlait de son addiction à la cocaïne. Il expliquait qu'il avait guéri de la schnouf en s'adonnant à l'alcool. Ouais. Mais au fait, une entreprise criminelle, mais fomentée par qui? Ah non? Qui? Vous savez bien. Résultat des courses, insultes, coups de couteau, agression, vol à l'arraché, incendie de logement, expulsion de logement. Sur les réseaux sociaux, de nombreux immigrés dénoncent des attaques perpétrées par des Tunisiens. Déjà confronté à une xénophobie latente, la Tunisie nous montre un bien triste et étrange visage. Le tout sous les félicitations d'Éric Zemmour. Car le discours du président Sayed parle d'une menace floue qui vient de l'intérieur comme de l'extérieur, et cela ne peut que susciter la peur et la colère chez certains. Du moins, les orienter vers d'autres personnes que les vrais responsables. Et ça marche! Écoutez un peu un échantillon de ce que pensent certains Tunisiens vivant en France. Ouais, c'est comme ici, quoi. Ici, moi, je suis né en France, mais bon, je suis un Tunisien. Et je respecte le pays où je suis, quoi. Il y a des règles à respecter, et si tu les respectes pas, c'est normal que tu te fais jeter. C'est logique, c'est normal. Écoutez, voilà enfin un président qui aime son peuple, qui aime son pays, et qui veut le préserver d'un fléau que nous subissons. Vous pensez que la population tunisienne peut être remplacée par les Africains en Tunisie? Oui, il y a il y a un plan pour faire ça. Mais le président, il est intelligent, il sait tout. Voilà. Et il y a un plan, vous pensez, il y a un plan pour remplacer les Tunisiens? Pour changer la géographie, ouais. Pour changer la composition géographique, toute... démographique, quoi, c'est ça? Ouais. Pour que, en gros, pour que les Tunisiens soient grands remplacés par les Africains. Par les Africains noirs. Même nous sommes Africains, nous. Mais nous ne sommes pas la même mentalité. Voilà. Ouais. Moi aussi, je suis étranger, mais les gens, les Africains, ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas les gens. On ne sait pas comment vivre avec les gens, voilà. Même nous, ici, nous sommes en France, on sait comment vivre avec les gens. Ouais. Voilà. Alors que là-bas, ils font n'importe quoi. Oui, ils font n'importe quoi. Ils mangent les chats et il y a des gens qui font des pédophiles, voilà. Des chats? Sérieusement? Des chats? On me l'avait jamais encore faite, celle-là. Waouh. Et du coup, en tenant ce genre de propos, vous validez ce que dit Éric Zemmour sur le grand remplacement que vous pratiquez en France? Est-ce que vous pensez aussi qu'en France, par exemple, on pourrait dire la même chose? Qu'il y a trop de gens qui viennent en France, comme en Tunisie? Non, mais c'est pas la même France et la Tunisie. Ouais, justement, égal la France et égal la Tunisie. Pareil. Oui, c'est pas pareil du tout. Pourquoi, selon toi, c'est pas pareil? Qu'est-ce qui change entre les deux? La France, c'est grand. Et en plus, j'ai travaillé beaucoup. Dans Tunisie, il n'y a pas de travail pour les arriver. Ouais, on ne travaille pas en Tunisie et tout ça. Ok, d'accord. Donc, 2 poids, 2 mesures. Eh bien. Contrairement à ce que pensent certains esprits chagrins et malléables, ce sont les gens issus d'Afrique du Nord qui constituent le premier groupe d'immigrants en Tunisie. Les subsahariens arrivent juste derrière avec environ 21 000 ressortissants, soit 0,2% de la population totale. Donc, les chiffres avancés par les journaux tunisiens sont juste dignes de Poudlard. Waouh! C'est comme Jésus avec le nombre de pains sur la table. Ils multiplient le nombre de noirs dans leur pays. Depuis la chute de Kadhafi et le Kaouambi en Libye, la Tunisie est devenue une plaque tournante de la migration illégale entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Après, comme toute chose, notamment celle concernant l'Afrique, il est difficile d'avancer et de certifier des chiffres fournis. Quoi qu'il en soit, après tout le raffut provoqué par sa sortie, le président tunisien a dû donner
encore plus de précision car des pays africains et surtout pas mal d'allumés sur les réseaux sociaux commençaient à appeler au boycott des produits tunisiens ou à l'expulsion des ressortissants tunisiens présents sur leur territoire. Et là, le président Saïed a dû clamer devant le président Oumaro Sissoko Embalo, actuel président de la CEDEAO et de la Guinée-Bissau. Vous voyez, c'est celle entre le Sénégal et l'autre Guinée, la Conakry. Je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Donc, il a clamé qu'il était africain et fier de l'être, et aussi que toute cette histoire était liée à une interprétation tronquée de son propos. Et me dites pas qu'il a dit aussi qu'il avait plein d'amis noirs. Oh putain. Oh. Le mec... Oh putain. Oh. Voilà là, chapeau, cigare, champagne mon pote. J'aurais pas fait pire. Ah. Ok, on va essayer de prendre de la hauteur. Je pourrais vous parler du racisme latent dans les pays nord-africains et parfois même du racisme latent chez les nord-africains vivant en France. Du fait que comme beaucoup d'Africains subsahariens, j'ai du mal à dealer avec des peuples frères qui font les yeux doux au pays du Golfe et nous regardent avec distance, indifférence, voire dédain. Du fait que même leur population noire locale vivent dans des conditions qui sont vraiment pas enviables. Mais je le ferai pas. En fait, j'ai la peine de le faire. LOL. Bref. Je vais plutôt parler de deux acteurs qui sont pas vraiment évoqués dans cette histoire. D'abord, nous, les Noirs. Parce qu'au bout d'un moment, que ce soit en Chine, en Russie, au Brésil, aux States ou en Afrique du Nord, on en prend plein les gencives. Au bout d'un moment, faut être lucide. Au-delà de la xénophobie inhérente à la nature humaine, force est de constater que les Noirs sont vus comme des indésirables partout là où ils passent. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières et chacun vit avec ses propres tares. Le problème, c'est que même dans des endroits où la population est majoritairement, voire exclusivement noire, on assiste à ce genre d'incidents. Je vais même pas mentionner les conflits interethniques parce que là, le compteur va péter, j'en aurai pour 1 heure. Je vais plutôt me cantonner à de la bonne vieille xénophobie, comme en Afrique du Sud, où les habitants se livrent très régulièrement à des actes de violence contre ceux qu'ils appellent les Amakwere-Kwere, ce qui signifie barbare en langue zoulou. Ça va de la toute bête agression verbale au meurtre pur et simple. Ces derniers jours, les immigrés se disent abandonnés par les autorités. Je suis prêt à mourir. Ces types, ils veulent brûler nos magasins, nos maisons. Et la police nous dit juste de rester chez nous. Que faire? Nous, on n'a rien fait pour mériter ça. Nous avons subi des intimidations comme cela ne nous était jamais arrivé. Je n'ai jamais vu personne poser des bombes, brûler des maisons, essayer de brûler des gens vivants. Je n'ai jamais vu ça. Tinei Takawira a été poignardé. Lorsqu'il revoit ces images, il s'en souvient très bien, on l'a laissé pour mort sur l'autoroute parce qu'il est zimbabwéen. Un de ses amis a eu moins de chance, il a été brûlé vif il y a 2 semaines dans son camion. Qui sont les cibles? Qui? Des Malawites, des Mozambicains, des Zimbabwéens, des Nigérians, des Somaliens ou encore des Congolais. Regardez les vidéos de Zach Mwekassa, il l'a vécu et il en parle. Et je vous parle d'événements qui ont commencé au milieu des années 2000. Plusieurs enquêtes ont révélé qu'une majorité de Sud-Africains estiment que les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas bénéficier des garanties constitutionnelles de droits fondamentaux. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! À côté de ça, les gars, Marine Le Pen, c'est le Che Guevara. Après, rassurez-vous, les gars, en Afrique du Sud comme en Tunisie, on a pu assister à des manifestations de soutien aux étrangers. Preuve que la nature humaine n'est pas si mauvaise que ça. Mais quand même, vous imaginez ce genre de scène en France? Si les Français se livraient à de telles exactions envers les personnes d'origine étrangère en situation régulière? Waouh! Ok, j'avoue, avant, c'était quand même dur en France, c'était quand même dur. Mais pas au point de poignarder un gars, de laisser pour mort dans la rue, ou de brûler vif un autre homme dans son véhicule, ça devienne de banals méfaits. Non, quand même pas. Mais bon, là, personne ne s'en émeut, c'est comme pour l'esclavage entre noirs. On s'en fout, on passe. Ensuite, les Européens, enfin, les institutions européennes. Parce qu'au fur et à mesure que j'étudiais le cas de la Tunisie, petit à petit, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. La fameuse condamnation morale des dirigeants européens. Vous ignorez sans doute qu'en juin 2018, la Tunisie avait refusé d'accueillir sur son sol les plateformes de débarquement régionales proposées par la Commission européenne. Je vous explique.
Cela aurait consisté à débarquer sur le sol tunisien les personnes interceptées ou secourues en Méditerranée et à confier aux autorités locales le soin de les trier. Évidemment, les gouvernements européens avaient proposé cela afin, je cite, d'empêcher des pertes tragiques de vie humaine tout en accueillant les migrants au plus près de leur région d'origine. Pour les virer, en fait. Pour les virer. C'est ce qu'ils disent pas, mais voilà quoi. Et ces enfoirés de lieu insistent bien sur le fait que les retours sont volontaires, alors qu'en fait il s'agit d'expulsion pure et simple pour la plupart. Mais bon, après vous aurez remarqué que le terme de retour volontaire est plus neutre et consensuel que celui d'expulsion. Ça permet de dépolitiser des sujets explosifs tout en prétendant œuvrer au bien-être des immigrés clandestins. D'autant que la Tunisie compte sur l'aide au développement que l'UE lui accorde, et ces bâtards ne se gênent pas pour la conditionner par une collaboration en matière de contrôle migratoire. Ouais, des négociations comme je les aime, sous pression est totalement déséquilibré. Et si on ajoute à cela que l'Union européenne collabore avec l'Organisation internationale pour les migrations en matière de sous-traitance de ces politiques de retour, bah là, c'est la double peinée, quoi, devant, derrière. Dans son article 26, la Constitution tunisienne reconnaît le droit d'asile politique. Cependant, étant un pays d'émigration, la Tunisie ne dispose pas de cadre légal concernant le droit d'asile et l'article 26 de la Constitution renvoie à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, ok ? Donc, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui est en charge de la procédure de détermination du statut de réfugié, de la protection des personnes reconnues en tant que telles et qui joue aussi un rôle important dans l'élaboration d'une législation nationale sur l'asile en Tunisie. Le tout évidemment avec le soutien de l'Union européenne. Ouais bah là, ça vire au boucaquet là. Car en s'appuyant sur deux organisations onusiennes à caractère humanitaire, en l'occurrence l'OIM et le HCR, les autorités européennes tirent plusieurs avantages d'une externalisation de la gestion migratoire. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, parce que les autorités tunisiennes tirent aussi profit de certains dispositifs qui viennent s'ajouter à leur propre politique discriminatoire et leur volonté de contrôler les illégaux sur leur territoire. En somme, les intérêts des dirigeants européens et tunisiens convergent. Comme dans un 69, quoi. Suite à cela, les autorités maliennes, ivoiriennes et guinéennes ont commencé à affréter plusieurs vols spéciaux afin de rapatrier certains de leurs ressortissants. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir circuler des vidéos montrant des Tunisiens qui à leur tour étaient expulsés. En somme, c'est une opération rondement menée par Kais Saied. Car je pense que son objectif était d'une part de détourner l'attention des critiques sur autre chose que son exercice du pouvoir. Les dernières élections législatives se sont soldées par une abstention d'environ 90%. Et sur le plan économique, c'est pas un échec, disons, ça n'a pas marché. Et les Tunisiens sont à bout car ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans l'incertitude politique. Et d'autre part, le président tunisien met la pression à ses homologues subsahariens, mais surtout aux Européens, en leur faisant comprendre qu'il va renvoyer les illégaux chez eux, tout en ouvrant les vannes de la Méditerranée. En somme, il veut remonter dans les sondages, expulser des indésirables à titre gratos, tout en récoltant de la thune au passage. Le tout en faisant du nationalisme low cost sur le dos des Noirs. C'est malin, mais visible. Enfin, dans le monde dans lequel nous vivons, où les gens se laissent guider par leurs affects, ça passe pour un plan diabolique et machiavélique. Après, c'est facile de dépeindre les Noirs comme des démons, malfaisants, paresseux et malhonnêtes, j'en passe et des meilleurs. Avec la tonne de clichés qui nous collent à la peau et parfois qu'on contribue à entretenir. C'est vrai que le cliché qui veut que les Noirs carburent à la trique est toujours aussi vivace, surtout quand on voit les mentalités de certains. Perso, c'est pas sur mon dos que je veux sentir la trique. C'est plutôt dans mon caleçon. En somme, s'il fallait donner le titre d'un film à cette pantalonnade, ce serait le con, la brute et le truand. Ouais, j'ai bien dit le con. Pour désigner les Noirs, car faut vraiment l'être pour espérer vivre dans un pays qui veut pas de toi et qui lui-même est en proie à un contexte politico-économique compliqué. Forcément, ça a mal tourné à un moment donné. Après, à ma charge, c'est facile pour moi de parler ainsi alors que j'ai le cul bien au chaud en Europe. Dans le rôle de la brute, le président tunisien et sa communication faussement anti-système. Et dans celui du truand, l'Union européenne et sa politique d'enfoiré mêlant promotion des droits de l'homme et aide au développement versée sous condition de sous-traitement des basses besognes. Et pour conclure, comme l'affirme Jean-Paul Ngoupandé dans son livre L'Afrique sans la France, crevons donc si tel est notre choix, mais ne nous en prenons qu'à nous-mêmes. Bon allez, je vous laisse. Je dois finir de manger mon chat à la sauce graine avant d'aller rencontrer mon contact du Mossad à la synagogue. Je vous remercie pour votre écoute et votre temps, et à très bientôt. Au revoir.